Je vais demander aux participants de bien vouloir vous rejoindre sur scène. Donc Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l'Institut Pasteur, Com Girching, qui est conférencier, activiste pour la justice sociale et climatique, porte-parole de l'association On est prêt. Merci de rejoindre Denis Chessot et David Livingstone sur scène. Étienne Klein, physicien, philosophe des sciences, directeur du LARCIM, le laboratoire de recherche sur les sciences de la matière au CEA, commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, producteur de l'émission La Conversation scientifique sur France Culture. Corinne Lequéré, présidente du Haut Conseil pour le climat. Hugo Viel, activiste pour le climat, l'écologie et la justice sociale. Il est ingénieur en énergie et environnement. Et puis Éric Orsena, économiste, écrivain, membre de l'Académie française. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci donc pour ce passage au micro, cher Philippe Rochet, donc du cabinet Métrol. Et donc on va partir sur ce thème aujourd'hui. D'ailleurs, en se disant, je crois qu'on le sait bien les uns et les autres, c'est qu'on est absolument sur un changement de civilisation total. On est passé, vous le savez les uns les autres, en ayant eu nos premières civilisations grâce au bois. Après, ça a été le charbon. Après, ça a été le pétrole. Et là, enfin, j'oublie pas le vent, parce que le vent a quand même toujours existé pour faire pousser les bateaux. Et donc, aujourd'hui, ça y est, je veux dire qu'on essaie de boucler un petit peu les choses avec les énergies renouvelables qui sont, oui, en ce moment, donc tout à fait malmenées, mais c'est pas grave. Nous avons donc de la réserve, et on va partir sur ce thème. Quel impact de la crise sanitaire sur notre perception de la crise climatique? Donc, question aussi qui avait été posée à David Livingstone. Alors évidemment, on se dit que ces deux crises ne sont pas forcément comparables, mais elles ont néanmoins donc un point commun, c'est-à-dire que d'abord toutes les deux sont globales. Face à elles, on a des États et des individus qui se sont mobilisés à la fois individuellement et donc collectivement. On a eu besoin donc de relocaliser et on le souhaite un petit peu plus aujourd'hui, donc un certain nombre de productions, parce qu'on s'est rendu compte en France et dans d'autres pays qu'on était un petit peu démunis, c'est moins qu'on puisse dire. Et puis aussi donc de j'ai presque dire se relocaliser par rapport au vivant aussi. Ça davantage pour le thème climatique. Et puis donc ça exige quand même aussi des deux côtés une écoute des scientifiques de la part du monde politique. Pas toujours évident. Pas toujours évident encore. L'écoute, elle existe, mais après, effectivement, le passage à l'action est quand même plus rude. Et l'une et l'autre donc de ces crises, on le sait, aggravent aussi le fossé à la fois entre les plus pauvres et puis donc les plus riches. Alors, on l'a vu, c'est-à-dire que ce virus, évidemment, s'en serait très bien passé, même s'il avait été d'ailleurs assez documenté. On va pouvoir y revenir avec Arnaud Fontanet, pardonnez-moi. Et donc, des deux côtés, donc, ça a été à la fois tout à fait documenté, mais en ce qui concerne donc, la crise du virus, ça n'a pas rapporté, on va dire, forcément grand-chose à l'individu que nous sommes. En revanche, la crise climatique, avec cette opportunité qu'a très bien souligné à la fois Jean-Louis Ball, Barbara Pompili et Fatih Birol, donc là, évidemment, on a des opportunités qui sont absolument merveilleuses. J'ai envie de commencer avec un jeune, parce qu'il est quand même directement concerné par cela, Hugo Viel. Allez, Hugo, cher Hugo, prends ce micro, donc 26 ans aujourd'hui, activiste pour le climat. Qu'est-ce que cela, donc, comment vous êtes animé par cela quand on vous parle de l'impact de la crise sanitaire sur notre perception de la crise climatique, les deux mêlés, quel est votre regard à vous, donc, parce que c'est vous qui héritez quand même du fardeau et du bébé aujourd'hui. Bonjour à tous. Déjà, je veux commencer par dire, on a quand même une belle table ronde en non-mixité aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on peut regretter. C'est dommage que Corinne Lequéré ne soit pas là. Ça aurait quand même été formidable. Formidable. Je l'attends avec impatience. Merci beaucoup, Denis. Merci beaucoup pour l'invitation. Crise sanitaire, crise climatique. Depuis 2 ans, on dit que c'est un peu la même chose. On en parle de la même manière, comme une crise qui touche la planète entière, comme une crise qui vient bouleverser aussi nos modes de vie et la façon dont on aborde les choses et dont on fait société. Moi, s'il y a une chose que je regrette depuis la fin de la... Comment dire ? Depuis que le premier confinement s'est terminé, en fait,
pendant 2 mois, on a parlé du monde d'après, on a parlé de toutes ces belles choses qu'on ferait quand tout redeviendrait normal, ou en tout cas post-normal. Et en fait, on se rend compte que tout a continué de la même manière. C'est-à-dire que dans le monde entier, les plans de relance sont repartis comme business as usual. Quand on parle de changer les modes de vie, de changer juste la manière dont on est avec les autres, on s'est rendu compte que la solidarité, l'empathie, les premières lignes, toutes ces personnes qu'on applaudissait tous les soirs à 20h pendant le premier confinement, et ben en fait tout ça, j'ai l'impression que ça a été oublié. Et pourtant, c'était pour moi la plus belle leçon à retenir de la crise climatique, de la crise sanitaire et de ce premier confinement, de cette première période. Et en fait, quand on repart aujourd'hui sur quelle leçon on en tire, et ben en fait, on oublie tout ce côté-là. Et c'est vrai que en général, quand j'interviens dans ce genre d'événement, c'est pour dire on n'est pas content, c'est pour dire que ce qui se passe, les actions vont pas assez vite, etc. Là, je voudrais parler juste de, en fait, au-delà de la colère et de l'urgence qu'on peut ressentir, c'est surtout peut-être le manque d'empathie dont on fait preuve vis-à-vis les uns des autres, surtout quand on voit que en fait, cette crise sanitaire, c'est un petit échantillon de ce qui va nous attendre dans les années à venir. Et du coup, justement, si on n'arrive pas à tirer ces leçons sur cette crise sanitaire, sur cette première grande alerte à laquelle on fait face, et ben en fait, comment derrière on va réussir à faire avec toutes les épreuves qui nous attendent. Et moi, aujourd'hui, c'est ça qui me fait peur, c'est que en fait, les belles leçons qu'on aurait dû tirer, les changements, les modifications de comportement qu'on aurait pu avoir aussi bien dans la société en faisant preuve de beaucoup plus de solidarité, en s'attaquant vraiment aux inégalités, parce que la crise sanitaire, comme la crise climatique, c'est vers les plus défavorisés, c'est les plus défavorisés qui avaient impacté. Et du coup, s'il y a bien une chose que moi je regrette à la sortie de cette crise sanitaire, même si on est encore dedans, c'est que en fait, on passe un peu au-delà de ça et on essaie juste de tirer profit un maximum de ça. C'est la théorie du choc. C'est en fait tout ce qu'on peut prendre dans cet inconnu, dans ce bazar. Et ben en fait, on essaie de le prendre parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain, et du coup, on essaye de se protéger soi-même avant de penser de manière solidaire et avec les autres. Donc voilà moi à quoi ça me fait penser. Merci beaucoup, cher Hugo Viel, déjà pour ces premiers propos. C'est vrai qu'on a un peu le sentiment, si vous voulez, dans certains cas, qu'on est un peu comme je crois que c'était une dame qui s'appelait Madame Dubarry et qui disait, avant de monter sur l'échafaud, encore une minute, s'il vous plaît, monsieur le bourreau, que toutes les choses continuent donc comme avant. Voilà. On en est donc parfois un petit peu là, et de façon parfois un petit peu cynique. Arnaud Fontanet, donc épidémiologiste à l'Institut Pasteur, homme qui a beaucoup donné, qui continue à beaucoup donner dans les médias, mais qui est un chercheur, donc avant toute chose, cher Arnaud. Alors là, on a besoin évidemment d'un peu de votre éclairage. Est-ce que tout ceci, bon, il y a eu ces merveilleux effets de sidération, certes, mais en ce qui concerne donc ce virus que vous connaissez quasiment intimement aujourd'hui, est-ce que ça arrive complètement par hasard? On ne le croit pas. D'ailleurs, on va dire petite incise, pardonnez-moi, mais une des premières grandes erreurs judiciaires de ce XXIe siècle, ça a été le pangolin. Le pangolin, donc, n'y est pour pas grand-chose. Hein. Donc, réhabilitons cet animal que beaucoup de personnes ont découvert. Ce qui est arrivé, est-ce qu'on le disait depuis longtemps? Est-ce que c'était une surprise pour vous ou pas? Alors, effectivement, dans le monde des spécialistes des maladies infectieuses, de l'émergence de ces nouveaux virus, parce qu'il s'agit très souvent de virus, cette crise était annoncée. On avait fait un portrait robot finalement du virus pandémique qui avait un certain nombre de caractéristiques, son nombre de reproduction que tout le monde connaît aujourd'hui, le nombre de cas secondaires par personne infectée, il y avait le taux de létalité, la proportion de décès parmi les personnes infectées, il y avait l'intervalle de génération, combien de temps entre chaque vague de patients, ce qui permet de dire la dynamique de l'épidémie. Et puis il y avait une caractéristique très importante qui était est-ce que les patients seraient contagieux avant le début des symptômes? Parce qu'on sait que s'ils sont contagieux avant le début des symptômes, on ne peut pas empêcher la propagation d'un virus. Donc ce portrait robot existait et on était nombreux à dire un jour il y aura un virus qui va cocher toutes les cases et celui-là on ne pourra pas l'arrêter. On pensait à un virus respiratoire, on pensait plutôt au virus de la grippe. Mais c'est vrai qu'il y a eu des émergences dans le début du XXIe siècle avec le SRAS. Alors le SRAS, il se transmettait
5 jours après le début des symptômes, on pouvait isoler les patients. C'est un peu la même chose avec Ebola. La grippe aviaire, très peu transmissible entre les hommes, donc nombre de reproduction très bas. La crise de H1N1 en 2009, là, c'est très transmissible avant le début des symptômes, mais c'est le taux de létalité qui était très faible, entre 1 pour 10 000 et 1 pour 100 000. Et finalement, aucune de ces crises qu'on a vues n'a résulté en une pandémie, en tout cas avec un impact en termes de morbidité sévère et mortalité, parce qu'à chaque fois, il y avait une des cases qui manquait. Et puis, SARS-CoV-2, il a coché toutes les cases. Ouais. Et ce qu'on redoutait est arrivé. Donc, c'est pour dire qu'on s'y attendait. On était incapable de dire quand ça arriverait. Et puis, ça nous est tombé dessus. Et je dirais que, en dehors du sida, qui a eu une émergence beaucoup plus insidieuse, mais qui a eu un impact aussi extrêmement fort, on est devant la plus grande crise sanitaire depuis la grippe espagnole. Donc, quand je fais un parallèle, et je m'arrêterai là parce qu'on est nombreux avec le réchauffement climatique, les crises environnementales qui s'annoncent, c'est intéressant parce que là aussi, on a des scientifiques qui nous disent ça arrive. La temporalité est très différente. Pour nous, c'est la brutalité qui est impressionnante. C'est qu'en l'espace de quelques semaines, notre monde change. Le réchauffement climatique, on le comprend, c'est quelque chose qui va se faire dans la durée. On a des signes annonciateurs, c'est-à-dire qu'on voit les conséquences du réchauffement climatique avec des événements de plus en plus forts, intenses, les cyclones, les ouragans, les inondations, etc. etc. Donc on nous donne des signes annonciateurs et pourtant on se dit c'est loin, on est sur une échelle de temps qui n'est pas celle du politique actuellement et c'est ça qui m'inquiète parce que je vois que finalement la même impréparation et le manque de volonté politique de vraiment mettre un coup d'arrêt à quelque chose que les scientifiques disent de façon assez fiable va arriver, ou même de façon très fiable va arriver. Et voilà un peu les premières réflexions que j'ai à vous entendre. Donc, crise annoncée, on va dire l'une et l'autre, évidemment pas du tout les mêmes temporalités, donc on l'entend bien. Une femme qui connaît très très bien ces sujets, justement, c'est Corinne Lequéré. Donc, bonjour Corinne Lequéré, climatologue et présidente donc aujourd'hui du Haut Conseil donc pour le climat. Merci d'être avec nous. Je sais que vous avez, je pense, déjà dépassé donc la Manche. Vous êtes déjà donc sur le côté anglais, d'où évidemment cette intervention donc en visioconférence aujourd'hui. Parlez-nous, s'il vous plaît, aujourd'hui, si on doit se refaire un tout petit bilan pour commencer, donc avec cette crise climatique, de nos fameux gaz à effet de serre. Alors, on sait à peu près que l'Europe représente en gros 10 à 11% des émissions de gaz à effet de serre, mais qu'est-ce que l'on peut dire et faire le lien aussi avec les politiques climatiques, s'il vous plaît? Oui, merci, merci de m'entendre aujourd'hui en visio. Au niveau à la fois du climat, comme on l'entendait tout à l'heure, évidemment, il y a eu ce gros rapport des Nations Unies cet été qui a vraiment démontré que c'était nos émissions des activités humaines, qu'elle est vraiment dans nos mains. On a vu aussi le prix Nobel de physique alloué à des climatologues cette semaine, donc les statistiques sont très importantes. Et on voit, en fait, avant même la crise du Covid, on a déjà vu les émissions globales pas diminuer, mais augmenter moins vite, donc ralentir dans leur augmentation. Et ça, c'est vraiment dû, en tout cas en grande partie, aux politiques climatiques qui sont mises en place à travers le monde, dont en Europe et en France. On voit en gros une vingtaine de pays, un peu plus, qui ont vu leurs émissions diminuer les 10 dernières années de manière continue. Et la France fait partie de ces pays, mais on a en place des objectifs climatiques qui sont relativement ambitieux, en particulier au niveau d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Et en France, on voit beaucoup de politiques se mettre en place, mais on a le problème qui se voit aussi dans d'autres pays, c'est celui de l'accélération de la baisse en émissions, de la pénétration des enjeux climatiques au sein de l'ensemble des secteurs et de l'ensemble de la société.
Par exemple, en France, on a une baisse en émissions au niveau du bâtiment avec la rénovation énergétique du bâtiment, au niveau un peu de l'industrie avec l'efficacité énergétique des processus industriels. Par contre, assez peu d'avancées au niveau des transports, qui est le secteur le plus émetteur en France. Là-dessus, on avait vu bien sûr la crise du COVID-19 en 2020 qui a fait chuter les émissions environ 9% en France, 5,5% au niveau international. Et ces émissions vont bien sûr rebondir cette année en 2021 parce qu'il ne s'agit pas des investissements bas carbone pour vraiment changer toutes les infrastructures et les pratiques qui nous soutiennent, mais il s'agissait d'un confinement pour vraiment ralentir l'activité, y compris rester à la maison et ne pas utiliser la voiture, qui a été vraiment un des plus gros facteurs qui ont réduit les émissions. Maintenant, cette crise du COVID-19 a permis déjà de faire un retour sur nos pratiques de vie, mais elle a surtout permis de réfléchir aux plans de relance qui ont été mis en place à travers le monde, dont en France, qui en partie, bien sûr, je comprends beaucoup, et je suis d'accord avec toi, Hugo, qu'il y a des grosses frustrations par rapport au rebond qui ne sera pas un monde complètement différent, mais en même temps, on a fait des investissements dans les technologies nouvelles, on a des pratiques qui vont changer. Si on pense au monde du transport, par exemple, on a déjà eu beaucoup ou assez de soutien pour les mobilités actives. Maintenant, on a besoin de soutenir un transport complètement bas carbone de demain, aussi encourager les gens à repartir dans les transports en commun, faire attention à la voiture individuelle et surtout faire des investissements et des planifications vers une trajectoire qui nous amène vers la neutralité carbone. Donc en France et dans beaucoup de pays, par exemple aux États-Unis, beaucoup de pays européens, il s'agit vraiment d'intégrer maintenant la réflexion climatique dans toutes les grandes décisions que l'on prend, d'engager les financements à long terme. Donc, ces financements qu'on a mis pour le plan de relance, il faut voir ceux qui enclenchent des changements structurels bas carbone. Il faut voir comment faire pour les maintenir sur le long terme, pour créer les emplois et pour engager les investissements de demain. Alors Corinne Lequerré, donc vous l'avez très bien rappelé, c'est-à-dire qu'on a eu donc des émissions qui ont baissé, mais ça a été de façon contrainte, parce que donc les gens n'ont pas utilisé évidemment leur voiture, vous l'avez très bien dit, donc moins 9% en France et moins 5,5% au niveau international. Est-ce qu'aujourd'hui le plan de relance donc économique et on va dire est à la hauteur avec une relance verte, on a beaucoup de com là-dessus. La réalité pour vous, qu'est-ce que c'est? Évidemment, c'est toujours bien de le prendre, quoi qu'il arrive, parce qu'il y a à peu près 25 ou 30% des investissements qui sont véritablement fléchés, on va dire, vers. Mais est-ce que c'est à la hauteur, cette affaire-là? Donc, le plan de relance en France, qui contient un peu moins du tiers des investissements bas carbone, va effectivement ou devrait effectivement appuyer la transition vers la neutralité carbone. Il doit maintenant être suivi. Il y a un effort de transparence qui est mis en place. Il pourrait être plus axé sur vraiment l'examen des dimensions climatiques. Maintenant, il faut aussi avoir le reste, donc les investissements qui ne sont pas fléchés bas carbone. Donc, en France, il s'agit de 30 milliards d'investissements bas carbone, 70 milliards d'investissements autres dans l'économie. Il s'agirait pour ces investissements autres qui eux aussi appuient la transition vers la neutralité carbone. Par exemple, dans ces investissements autres, on a des investissements dans l'éducation et la formation. Et donc, du coup, il faudrait que ces investissements appuient effectivement la formation pour les emplois de demain. Donc, on peut maintenant, la France et les pays européens peuvent s'appuyer sur leur plan de relance, mais il s'agit vraiment d'enclencher une trajectoire sur le long terme. Donc, le plan de relance sera cette année encore en partie l'année prochaine et l'année suivante
en regardant en particulier les règles budgétaires européennes pour essayer de sortir les investissements bas carbone des règles budgétaires serait une possibilité, et en regardant comment encourager les investissements privés avec des politiques et des investissements bien guidés publics. Alors, vous restez avec nous parce que on a encore des questions à vous poser. Je me retourne de nouveau vers Hugo, cher Hugo. Est-ce que voilà, peut-être que youpi, donc notre activiste pour le climat. Donc ça, à la fois, on va dire des nouvelles moyennement bonnes de ce côté-là. Mais vous pointez quand même aussi tout ce qui se passe, c'est-à-dire que l'on continue, mais alors merveilleusement, donc à aider, à financer aussi quand même des projets totalement climaticides, il faut bien le dire, à travers nos banques. Ouais, qui ne sont pas sponsors. Très bien. Donc, aujourd'hui, on a encore. En fait, moi, et ça tombe bien, je vais parler d'énergie. Il y a 2 ans, je crois que c'est un rapport de Oil Change International, qui est un conglomérat de plein d'ONG qui ont fait un rapport sur où est-ce qu'on en est au niveau de l'exploitation des énergies fossiles. Et ce rapport nous disait que toutes les exploitations d'énergie fossile actuellement nous mènent bien au-delà de 2 degrés. C'est-à-dire que tous les puits de gaz, de pétrole, les mines de charbon, aujourd'hui, si on les exploite jusqu'au bout, on dépasse les 2 degrés. Et pourtant, on continue de creuser. On continue de creuser l'existant, mais surtout, on continue d'explorer et on continue d'ouvrir de nouvelles productions d'énergie fossile. Par exemple, on peut interroger les activités des grandes entreprises de l'énergie, mais aussi les personnes qui les financent. Donc il y a les grandes banques, entre 2016 et 2020, on a la BNP Paribas, Crédit Agricole, Natixis, la Société Générale, qui ont dépensé plus de 32 milliards de dollars pour aider à investir dans des nouvelles sources d'énergie fossile. Et en fait, comment c'est possible de continuer à faire ce genre de choses? Comment c'est possible de continuer à investir dans des énergies qui, aujourd'hui, en fait, nous mènent bien au-delà de 2 degrés et du coup nous mènent vers la catastrophe? Et en fait, à quel moment on se dit que c'est une bonne idée de faire ça? Et à quel moment on se dit que ces centaines de milliards investis à l'échelle mondiale en fait, vont nous aider à accélérer la transition vers la neutralité carbone? Dans aucun monde, ces investissements sont des bons investissements. Et aujourd'hui encore, même en France, par exemple, on a aujourd'hui le projet de Total en Arctique. En Arctique, il y a 599 nouveaux projets qui sont actuellement en cours, soit d'exploration, soit en production actuellement. Et il y a notamment un projet de Total qui s'appelle LNG Arctique 2, qui attend de savoir s'il va pouvoir être financé. Et cette attente-là, elle vient d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la présidence française et le gouvernement français qui doivent dire si oui ou non ils vont garantir les investissements Total pour aller forer en Arctique ce nouveau puits gazier. Et en fait, Emmanuel Macron a rencontré les ONG récemment et leur a dit oui, non, mais vous inquiétez pas, on ne va pas investir là-dedans, on ne va pas garantir ces investissements. Sauf que pour l'instant, il n'y a toujours rien qui se passe. C'est-à-dire que le projet n'a toujours pas été mis à l'arrêt, n'a toujours pas été annulé. Et du coup, moi, c'est ça, pour revenir à ta question, Denis, c'est ça qui aujourd'hui me met en colère, en fait, c'est qu'on continue d'investir. Et quand on dit qu'on continue de creuser notre tombe, en fait, on continue de creuser littéralement pour aller chercher du pétrole, du gaz, du charbon. Et du coup, en fait, comment on peut continuer à soutenir ça? Et notamment en France, comment on peut continuer? Alors que Barbara Pompili, tout à l'heure, nous disait qu'il y avait beaucoup d'efforts de fait, etc. Comment on peut continuer à soutenir, à garantir des investissements de cette sorte-là? Donc voilà, s'il y a un ennemi aujourd'hui, c'est les énergies fossiles. Et donc voilà, ce qu'il faut faire, c'est sortir complètement des énergies fossiles. L'Agence internationale de l'énergie le disait aussi, qu'il faut arrêter aujourd'hui tout investissement dedans. Du coup, qu'attendons-nous pour le faire? Et aujourd'hui, il y a encore des personnes, des entreprises, des États qui continuent d'investir dans ces énergies. Et moi, je leur dis stop. Parole, vous l'avez compris, voilà, on va y arriver. Parole, vous l'avez compris, donc tout à fait libre, c'est ce que souhaite le syndicat des énergies renouvelables, donc absolument aucun problème. Donc ici, sur cette merveilleuse table ronde, comme Girchig, s'il vous plaît. Alors là, conférencier tout à fait engagé donc depuis longtemps.
26 ans aussi, alors activiste pour la justice sociale et climatique, vous avez fait partie, continuez à le faire, du mouvement On est prêt, mais vraiment conférencier qui va d'ailleurs aussi rencontrer donc, le monde de l'entreprise, qui va rencontrer donc, tous les différents acteurs, parce que c'est nécessaire, on l'a très bien dit, que tout seul, on ne peut pas y arriver, et qu'il faut faire donc, de toute façon avec toutes les forces vives qui existent, même aussi les plus polluantes. Tout à l'heure, effectivement, Corinne Lequerré nous parlait de cette baisse des émissions. D'ailleurs, elle n'a pas dit que c'était quelque chose de formidable, puisqu'on a bien compris que c'était quelque chose qui avait été contraint. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ce thème-là? Parce que certaines personnes vont vous dire « Ah bah oui, c'est génial, c'est un signal qui est extrêmement positif ». Quelle est votre réaction par rapport donc à cela? Ma réaction, bonjour à toutes et à tous. Ma réaction, c'est qu'il y a deux types de transitions à faire. Il y en a une où il faut arrêter des choses existantes. Donc Hugo vient de le dire. Voilà, il y a des activités qui sont clairement à faire cesser. Et il y a d'autres activités qui sont complètement à réinventer. Et un point que j'aimerais souligner, c'est il y a 2 jours, je donnais une conférence auprès des cadres de la Seine-et-Marne. Dit comme ça, c'est pas très sexy, les cadres techniques. Et l'idée, c'était de développer une route durable. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, comment on fait une route durable. A priori, bon, ça reste une coulée de bitume. Et ça, c'est des choses qu'on ne voit pas. On pense que la transition, c'est forcément des choses techniques, des choses extrêmement modernes, etc. Mais des routes, il faut continuer à en faire. Et quand les routes ne fonctionnent pas, on n'est pas très heureux. Et donc, lors de cette conférence, il y avait des présentations de nouveaux prototypes de routes, comment recycler mieux les routes. Et à la fin, j'ai discuté avec un cadre qui avait une 50aine, 60aine d'années, qui était proche de la retraite, et il m'a dit « ça, tout ce que vous venez de voir, les innovations là sur la route, ça fait 40 ans qu'on en parle. Et le seul problème, c'est qu'il n'y a pas eu de passage à l'échelle. » Et c'est vraiment ce que j'aimerais souligner aujourd'hui, c'est que le problème principal qu'on a, c'est qu'on se trompe d'innovation. L'innovation, c'est plus de produire des outils techniques nouveaux, révolutionnaires, plus performants, etc. C'est le passage à l'échelle. Et le passage à l'échelle, évidemment, les gouvernements ont une responsabilité pour débloquer les fonds, mais en ce moment, il n'y a plus trop de problèmes avec ça. On est dans une phase de relance, l'inflation est basse, on peut faire presque ce qu'on veut avec l'argent de la Banque Centrale Européenne. Il y a un plan de relance qui est massif. Donc il y a 2 objectifs, c'est de prioriser et de sélectionner les innovations qui seront porteuses. Et sur ce thème-là, j'aimerais rappeler, on a parlé tout à l'heure de la naissance de l'AIEA dans les années 70. L'AIEA est née au moment où il y a eu un choc pétrolier. Aujourd'hui, on a quasi un choc pétrolier inversé. En fait, il faudrait le créer, le choc pétrolier, c'est-à-dire ne plus y recourir. Et qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? Est-ce qu'on s'est mis à révolutionner la voiture, par exemple, en les rendant électriques? Non. On a eu des innovations des bifurcations beaucoup plus fortes. On a par exemple décidé de décaler les heures. On a fait l'heure d'été, l'heure d'hiver. Et ça, en un claquement de doigts, tout d'un coup, on réduit énormément la consommation d'électricité. Aujourd'hui, ça ne marche plus parce qu'on a des LED, donc l'éclairage ne consomme pas beaucoup. Bref, c'est un autre sujet. Ce que je veux dire juste, c'est qu'il y a de multiples façons d'innover et que le passage à l'échelle, la concertation avec les acteurs, la pédagogie, on en a parlé aussi, le problème des éoliennes qui peinent à s'implanter, doit faire partie vraiment des innovations aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous plaît extrêmement, comme slogan, mais c'est vraiment « choisis ton combat » ou « choisis tes combats ». Oui, choisir, c'est choisir la direction qu'on prend. Un de mes combats l'année dernière et encore cette année, ça a été la 5G. Alors, en général, quand on dit ça, ça jette un froid. Tout de suite, on essaye d'identifier si je suis complotiste ou pas. Rassurez-vous, je suis persuadé que la Terre est ronde. Mais la 5G, c'est un sujet qui n'a, pour moi, à mon sens, pas fait l'objet d'un débat. Et surtout, qui n'a pas fait l'objet d'évaluation environnementale. Alors sûrement, la 5G sera une solution pour certaines entreprises, pour optimiser certains procédés. Mais la 5G, pour tout le monde, on sait que ça consommera plus d'énergie. On sait que ça va générer un effet rebond. Tout à l'heure, Barbara Pompili a dit à cette tribune, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir des téléphones qui font circuler des vidéos en 4K à longueur de journée? Non, c'est pas utile et on peut le dire. Et notre responsabilité et votre responsabilité aussi, c'est de prendre part à ces choix de société. Ça suffit pas de faire des énergies renouvelables. Si on a un réseau électrique qui a 2 fois le volume, enfin, un réseau électrique n'arrivera pas à produire 2 fois le volume d'énergie qu'on consomme aujourd'hui. Donc il faut restreindre certains usages et comprendre que certaines directions techniques, technologiques qu'on prend vont clairement dans le mauvais sens. Je trouve que la parole de nos jeunes est donc extrêmement active. C'était aussi pour ça que le syndicat souhaitait les avoir. Ça doit vous réjouir, cher Éric Orsena, qui est toujours jeune aussi, économiste, écrivain, académicien et aussi
aussi, vous êtes là aussi, alors par amitié pour le syndicat des énergies renouvelables et aussi par l'Institut Pasteur. Vous connaissez très bien Arnaud parce que vous êtes aussi ambassadeur du réseau des Instituts Pasteur. Alors voilà, donc là il y a déjà un certain nombre de choses qui ont été dites. On essaye de faire un lien, on comprend que c'est pas si facile que ça, hein, de se dire comment donc ce virus peut effectivement nous permettre de mieux agir sur le climat. Ce sont donc deux combats qui sont différents, il y a quelques petits points communs, mais quand même, c'est pas si simple. Peut-être réaction à ce que vous avez entendu, Éric Orsena, déjà. D'abord, je voudrais saluer, j'ai 2 maîtres à cette tribune. Arnaud Fontanet, parce que c'est lui qui m'a appris l'unité de la vie, et puis Étienne Klein, parce qu'il m'a appris qu'il y avait 2-3 choses intéressantes à connaître en physique notamment, et en sciences plus généralement, pour un ignorant que j'étais, c'est-à-dire un ignorant et un menteur, ignorant parce qu'économiste et menteur parce que romancier. Donc, merci à vous. Et j'ai 2 nouveaux maîtres, c'est les 2 jeunes qui viennent me parler. Alors, je dois vous dire que j'ai commis une erreur. À la suite de l'enseignement d'Arnaud, je m'étais lancé dans la géopolitique des moustiques. Alors, je m'étais dit qu'il y allait avoir une épidémie, voire une pandémie, très simple, puisque, avec le réchauffement, une catégorie de moustiques particulière, le moustique tigre, était présent dans 60 départements français. Pour l'instant, il n'était pas porteur d'une saloperie, mais potentiellement, ce moustique-là est porteur de la dengue. Alors, je vais vous dire que la dengue, avec ses 3-4 sérotypes, comme ça, c'est autrement plus violent que notre cher Covid. Et donc, je pensais que ça se passerait. Et donc, cette question-là est là. Donc, franchement, ce qui me frappe, enfin, si on n'a pas compris qu'il y a une santé, et ça, c'est vraiment mon maître Arnaud ici présent, il n'y a pas une santé sur cette terre, une santé globale, une solidarité de fait. Parce que ce qui m'a frappé de ce que vous avez dit, c'est des solidarités quasiment décidées. Donc, mais là, c'est constaté. La solidarité était là. Donc, si on est dans un monde non solidaire, alors que la vie est solidaire, ça ne marche pas. Donc ça me frappe énormément. 2 remarques. 1, ce que vous dites sur les innovations. Il se trouve que j'ai participé à une journée d'études il y a 10 ans sur la route durable, à tous les points de vue, avec le laboratoire de l'école centrale. C'était formidable. Et on fait quoi de ça? Et comme vous dites très très bien, le passage à l'échelle, on fait quoi de ça? Il y a une deuxième chose que je voulais dire, qui me frappe énormément, et qui m'inquiète énormément. Est-ce que la démocratie est capable d'intégrer les valeurs de long terme? Puisque le principe de la démocratie, c'est le renouvellement, rajouté par les réseaux, les chaînes permanentes d'infos, c'est la campagne électorale d'heure en heure. Est-ce qu'on est capable de choisir contre ces forces soi-disant démocratiques? Et l'intégration des valeurs temporelles différentes dans la démocratie, c'est absolument clé. Et la deuxième remarque, c'est notre relation avec le savoir. Et ça, des gens comme Étienne sont absolument clés. Le pacte de confiance envers le savoir est rompu. Il est rompu. Et si on ne retisse pas ces liens-là, c'est vraiment la barbarie. Voilà. Parce qu'il y aura d'un côté la frénésie de l'innovation sans aucun sens, et de l'autre côté, le campement dans l'ancien temps, et on le voit très bien, notamment aujourd'hui, avec un polémiste futur candidat. Merci. Merci beaucoup, cher Éric Orsena. Vous reprenez la parole quand vous le souhaitez de toute façon. Étienne Klein, vous avez été nommé brillamment, c'est normal. Donc, de nombreuses fois, philosophe des sciences, directeur de recherche au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Important hein, de citer aussi énergie alternative. Alors là aussi, donc sur ce lien entre virus et climat qui nous habite ce matin, on navigue autour de cette notion. Qu'avez-vous donc envie de dire avec tout ce que vous avez entendu? Bonjour à toutes et à tous. Merci Éric Orsena pour cette interpellation. J'ai plusieurs remarques et vous m'arrêtez quand je dépasse mon temps de parole. Aucun problème. La première, c'est en effet d'insister sur le fait que le prix Nobel de physique a été remis hier à 2 climatologues, ce qui symboliquement est très puissant puisque ça veut dire que la climatologie est en partie une physique.
ou une physico-chimie. Et il va être beaucoup plus difficile désormais d'être climato-sceptique, puisque être climato-sceptique voudra dire être physico-sceptique. Et la physique, on le sait bien, c'est sérieux. D'accord ? Et s'attaquer à la physique, ça demande beaucoup plus d'efforts que s'attaquer anciennement à la climatologie. Comme vous, je suis persuadé que la Terre est ronde, mais mieux, je sais qu'elle est ronde. Ce n'est pas une affaire de persuasion, c'est une affaire de connaissance. Et en effet, je pense qu'on doit réfléchir à la vulgarisation, puisque la crise du Covid a montré un relatif échec de la vulgarisation. On a bien vu que la vulgarisation ne touche finalement que les gens qui s'intéressent à la vulgarisation. Et donc, on a un biais de confirmation quand on rencontre des gens, parce qu'on ne rencontre que ceux qui sont intéressés à connaître la science. Et tous les autres sont soumis à des informations de nature très disparate et pas toujours fidèles aux connaissances que nous avons. Ce qui veut dire qu'en ce qui concerne le virus, on a quand même eu d'abord un premier phénomène où on a vu des tas de gens qui se sont dit avec merveilleuse arrogance, c'est ça qu'il faut faire, etc. Et moi, donc ça, on l'a vu très fortement. Peut-être un petit peu moins sur le climat. Ça, c'est vraiment classique, c'est ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. Hein. C'est le fait que pour se rendre compte qu'on est incompétent, il faut devenir compétent. Et donc, ça demande du temps. Et on l'a bien vu, aujourd'hui, plus personne n'écrit de tweet qui commence par « je ne suis pas médecin, mais je ». Voilà, ça s'écrit plus, on a tous compris que c'était une affaire diablement compliquée. Et à mesure que nous avons acquis des compétences, nous avons diminué notre arrogance. C'est plutôt une bonne nouvelle. Pour ce qui est de l'épidémie, dans l'histoire, si j'en crois les historiens, aucune épidémie qui a eu lieu n'a été suivie par autre chose qu'une amnésie collective. Une fois que l'épidémie est terminée, l'urgence, c'est de rattraper le temps perdu en vivant encore plus intensément comme avant, ce qui explique sans doute certains des effets qui sont dénoncés aujourd'hui. Aucune époque dans le passé n'a été nommée du nom d'une épidémie. Elles sont oubliées. Mais il y a une énorme différence entre, me semble-t-il, l'épidémie que nous connaissons et puis le changement climatique. C'est que dans le cas de l'épidémie, on peut prendre des mesures très difficiles, comme le confinement ou d'autres, dont on voit assez rapidement les effets positifs qu'elles peuvent avoir. Quand on confine, le nombre de cas positifs finit par diminuer, et puis on peut déconfiner. Et à terme, même si évidemment on ne fera pas revenir les morts, on peut espérer retrouver à brève échéance un état sanitaire comparable à celui qu'il y avait avant l'épidémie. Dans le cas du climat, ça va être complètement différent, puisque même si nous prenons toutes les mesures vertueuses qui ont été énoncées ici, on ne retrouvera jamais l'état initial. Et pire, la situation continuera de se dégrader alors même que les efforts que nous faisons sont positifs. Et je pense que d'un point de vue politique, ça va être très très difficile de militer pour ce que j'appellerais l'urgence du long terme. C'est-à-dire comment penser le long terme dans l'urgence. Et c'est le paradoxe qu'évoquait Eric Orsena à l'instant. Et il me semble que la crise sanitaire, pour le coup, pourrait nous servir un peu de leçon, puisque quand même, il y a eu l'effort intellectuel pendant quelques semaines de penser un monde de demain qui serait différent du monde d'après. Alors c'est peut-être là, évidemment, qu'on peut convoquer Hegel, parce que, donc, qui n'a pas pu venir avec nous, là on est désolé, mais qui parlait de conscience malheureuse. Voilà, Hegel parlait de conscience malheureuse pour désigner des problèmes dont nous connaissons la solution, mais dont la solution nous paraît tellement difficile à mettre en œuvre que du coup, nous avons la conscience malheureuse de ne pas pouvoir agir à la hauteur du problème. Et le risque pour le changement climatique, c'est cela. C'est-à-dire de se dire, c'est impossible. Et ça me fait penser à cette définition de l'optimisme que donnait Jean d'Ormesson, que connaissait bien Éric Orsena, qui disait « Un optimiste, c'est un gars qui fait ses mots croisés avec un stylo bille ». Et je pense que si on reprend cette analogie, un pessimiste, c'est quelqu'un qui renonce à faire des mots croisés. Et en fait, la leçon qu'on peut tirer, c'est la leçon médiane. C'est-à-dire qu'il faut faire des mots croisés, mais avec un crayon à papier, en raturant, se trompant, etc. Et je pense que ça interroge aussi non seulement l'idée de démocratie, mais celle de liberté. Moi, tous les samedis, devant ma fenêtre, je vois passer des gens
qui vont manifester contre le pass sanitaire ou contre le vaccin avec des banderoles. Alors il y en a qui sont très drôles, par exemple, il y a une banderole que je vois tous les samedis sur laquelle est écrit « Tout est faux ». Tout est faux. Notamment la pancarte qui dit que tout est faux. Bon, mais il y a aussi des banderoles sur lesquelles est simplement écrit « Liberté ». Et on voit bien que si on prend en compte les contraintes qu'impose la connaissance que nous avons du climat, il y a des mesures qui vont paraître à beaucoup de citoyens comme liberticides. Et donc le nombre de gens qui seront dans la rue pour protester contre ces mesures risque d'être beaucoup plus élevé que ceux qu'on voit en ce moment le samedi. C'est là que Hugo aussi donc, était tout à fait inquiet, parce que quand on parle d'écologie punitive, c'est donc évidemment les ennemis de tout cela, la réalité est très différente. C'est le monde que nous avons créé pour nous et pour nos enfants qui est aujourd'hui punitif. Mais ce n'est pas forcément l'écologie qui est forcément derrière, loin de là. Donc, comment on fait dans ce monde où vous l'avez très bien dit, avec cette notion de liberté, c'est-à-dire qu'en 1942, on mettait sa vie en danger pour sauver la liberté, et 70 ans plus tard, on met la vie des autres en danger pour sa liberté. En fait, les crises qui s'expriment sous la forme de menaces, à venir ou présentes, elles sont toujours traitées de deux façons très différentes. Soit elles renforcent l'idée d'un nous avec un grand N, un nous collectif qui en l'occurrence sera l'humanité, qui, ayant à subir la même menace et les mêmes effets négatifs potentiels, décide d'être solidaire, voire fraternel. Ou bien au contraire, et l'histoire l'a montré, au lieu d'avoir cette réaction, il peut y avoir la réaction opposée, c'est-à-dire que la société, l'humanité en l'occurrence, se fragmente en petits nous qui vont s'ignorer ou bien se concurrencer, voire se combattre. Et donc, une crise comme celle qui s'annonce et qui a déjà lieu, c'est une sorte de test à la fois d'intelligence collective. Comment est-ce qu'on tient compte de ce qu'on sait ? Comment est-ce qu'on tient compte de ce qu'on sait pour penser le futur ? On voit bien que dès qu'une vérité scientifique dérange, on est capable de développer toutes sortes de stratagèmes intellectuels pour ne pas croire ce que nous savons. Pour ne pas croire ce que nous savons. Et même, par exemple, si je reviens à la crise sanitaire, quand il y a, par exemple, une croissance du nombre de cas positifs, le nombre de cas positifs est très faible, mais il croît de façon exponentielle. Une exponentielle, au début, ça croît lentement, même si dans le langage courant, le mot exponentiel est devenu synonyme de fonction très grande qui croît très vite. Mais non, au début, une exponentielle, ça croît tout doucement. Et donc, on pourrait dire le nombre de cas est faible. Donc, on attend. En fait, si c'est déjà une exponentielle, ça veut dire que la suite sera une exponentielle. On ne peut pas devenir exponentielle. J'ai entendu des phrases comme ça qui disent la courbe menace de devenir exponentielle. Non, non, non. Une courbe est exponentielle ou elle n'est pas exponentielle. Puis il n'y a pas d'inversion de la courbe, je crois. Pardon ? Une inversion de courbe. Non, il n'y a pas non plus d'inversion de courbe, ça ne veut rien dire, mais c'est un autre sujet. Alors, donc, Étienne Klein, donc aujourd'hui, on est véritablement sur une ligne de crête. C'est-à-dire qu'on commence à parler fort heureusement de l'habitabilité de la planète, qui continuera, donc elle a 4 milliards d'années au compteur, elle va continuer merveilleusement après. Mais on est sur cette ligne de crête où à la fois, on n'a pas le droit, comme on dit, de raser gratis, et en même temps, on ne peut pas non plus démobiliser les gens et ne pas leur donner un minimum d'espoir. Alors l'espoir, c'est une chose qui est nécessaire, c'est la première marche pour aller vers l'action, mais comment on fait, quoi ? Moi, je reprendrai simplement le titre de cette session, redonner du sens au mot progrès. En fait, le mot progrès, ce serait long à développer, mais le mot progrès a disparu des discours publics. Ça peut se compter par des logiciels qui permettent d'avoir un dénombrement de l'occurrence des mots dans les discours publics. Le mot progrès, qui a été un mot structurant de la modernité pendant 3 siècles, a disparu des discours publics. Il a été remplacé par le mot innovation. On pourrait dire que c'est simplement une modernisation du terme. En réalité, c'est très différent. C'est-à-dire que si vous regardez les rhétoriques dans lesquelles on insère l'innovation, le mot innovation, elles s'appuient toutes sur l'idée d'un temps qui passe qui est corrupteur. Donc, on innove pour résoudre les défis auxquels le présent nous soumet. C'est l'état critique du présent qui justifie l'innovation. Et ça renvoie d'ailleurs à l'histoire du mot innovation.
qui est un mot qu'on a inventé pour dire ce qu'il faut faire pour que rien ne change. Dans le vocabulaire juridique, au XIVe siècle, l'innovatio, c'était ce qu'il fallait changer dans un contrat pour que le contrat ne change pas. Ce qu'on appelle un avenant aujourd'hui. Et l'innovation, telle qu'elle a été pensée au XVIIe siècle par Francis Bacon, c'était ce qu'il faut faire dans le monde pour que les effets négatifs du temps qui passe ne se voient pas. Et donc, la rhétorique de l'innovation contredit la rhétorique du progrès qui, elle, s'appuie sur un temps constructeur et non pas corrupteur. Et je pense qu'il faut retravailler l'idée de progrès pour tenir compte de ce que nous savons, et notamment de ce que nous avons appris depuis que l'idée de progrès a été formulée par les philosophes des Lumières, ce que l'histoire nous a appris des naïvetés du discours des Lumières. Parce qu'il y en a des naïvetés. Et donc, au lieu d'abandonner le mot, de le garder en le soumettant à lui-même. C'est-à-dire, croire au progrès, c'est finalement croire qu'on peut faire progresser l'idée de progrès. Plutôt que de l'abandonner, retravaillons-la d'une façon critique pour que les jeunes générations, qui sont en partie représentées à cette table ronde, aient un discours sur le futur qui leur donne envie de s'engager. Alors, peut-être pas d'appeler Kant, parce que lui, lorsqu'il parlait de progrès, il parlait d'une notion consolante et sacrificielle. Oui, mais Kant, dans Qu'est-ce que les Lumières, il dit en effet, l'idée de progrès, elle est doublement consolante et elle est sacrificielle. Elle est consolante une première fois parce qu'elle nous console des malheurs du présent au motif que nos enfants vivront mieux que nous. Et il ajoutait, elle est aussi consolante parce qu'elle donne un sens au sacrifice qu'elle impose. Parce que le progrès, c'est pas automatique, il faut travailler à faire advenir cette idée du futur en laquelle on croit, il faut travailler à la réaliser. Et ce qu'il appelait sacrifice dans cette phrase, c'était le travail. Il fallait travailler pour que l'idée qu'on a du futur et en laquelle on croit s'incarne pour les générations futures. Et aujourd'hui, le mot sacrifice pourrait être modifié et désigner non plus le travail, mais de vrais sacrifices. Par exemple, dans nos modes de vie. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles on est prêt à renoncer par rapport à ce qui est rendu possible aujourd'hui par les loisirs, la technique, les voyages, etc. Quelles sont les choses auxquelles on est prêt à renoncer, ce qui serait une forme de sacrifice très différente de l'idée de travail que Kant donnait à ce mot. Ce que vous nous dites, c'est que la vie est un troc, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis capable d'abandonner, mais qu'est-ce que tu vas me donner à la place? Donc avec un récit nouveau, peut-être aussi un bout de vie donc un petit peu nouvelle. Par exemple, il faudrait mettre plus de stations Vélib autour de l'UNESCO. Oui, plus de stations Vélib, donc on le répète, une demi-heure à trouver une place. Voilà. Donc, car c'est un petit peu... Et c'est vrai que Napoléon n'y a pas pensé en rentrant donc aux Invalides. Très peu de vélo, Napoléon. David Livingstone, donc je sais que vous devez partir, donc merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous inspire déjà effectivement tous ces propos là, je vous fais une question extrêmement large parce que par rapport à tout ce qui s'est dit, vous nous avez donc déjà montré l'espoir que l'on peut avoir sur les énergies renouvelables donc tout à l'heure, mais par rapport à ce qui vient d'être dit. Bon, d'abord Hegel. You mentioned Hegel, and it reminded me as well of another quote I very much like, which is that true tragedy exists not in the conflict between right and wrong, but true tragedy is in the conflict between two rights. And I think about this often, both in terms of what we hear and see in the politics and the sociology of the pandemic in the United States and the world today, but also when it comes to climate change, because ultimately the whole of society mobilization that we require to meet our climate challenge is one which has to be predicated on a vision of a future which is not imposed on an unwilling majority or even imposed on an unwilling minority, because I think we see in our democratic systems that they strain under visions of a future or visions of a necessary movement towards a future which involve only, let's say, a technocratic or expert minority. And so our great challenge is painting a picture of this future and credibly filling it with the values of a diverse society, of a diverse population, where we can then mobilize actions in the present towards that future.
And so to give an example here that's very concrete and that may seem now so abhorrently concrete to the abstract which we've been discussing and which has been so thought-provoking, I think of Tesla, and I think of what Tesla's done, for example, in the United States over the past decade. The reason that Teslas became popular, the reason that people paid significant sums of money for Tesla cars is not because someone had all of a sudden come out with a vehicle that just simply had hidden inside a battery and an electric drivetrain. It's because Tesla painted a picture of an object which was more desirable than any internal combustion engine vehicle. Tesla created a vehicle which had lines and shape and color which had not been seen before, which had features that did not exist in any other car. An air filter, for example, that was a high-quality HEPA air filter that could, remove particulate matter from the air in a way that suddenly made the Tesla the most desirable air filter on wheels if you lived in a city like Beijing. It had a story to it, a narrative to it that made it interesting and sexy and attractive as an object to own. And so what Tesla successfully did is it painted a picture of the electric future, which was not just predicated on duty and not just predicated on obligation, but also equally predicated on desire, on creating this sense of reaching towards something which was more desirable. And I think that we're going to need to do that, obviously, when we talk about painting the picture of the green future that we want as well. It has to be something which speaks as much to the citizen in New Delhi or Beijing suffering under the burden of air quality as it does speak to the coal worker that may find potentially a new future in the manufacturing of materials for solar panels, in the manufacturing of or the retrofit of, let's say, natural gas plants to capture all of their carbon so that it doesn't go into the atmosphere. In the creation of zero-emission ships, the steel worker at the shipyard who can create steel not for coal plants and not for the great oil-using tankers of today, but instead for the gigantic monuments that are wind turbines, offshore wind turbines that exist, and will exist off our shores in the future. So this, I think, is, as I hear the extremely provoking and insightful comments from the rest of the panel and from all of you, this is what it really crystallizes in my mind, and this defines, I think, our work over the coming months and the coming years. Merci beaucoup à vous, David Livingstone, pour tout cela. Alors, petite nuance que je me permets, c'est-à-dire en ce qui concerne Tesla, oui, des vraies innovations, mais après, derrière, aussi un discours marketing. Le marketing a toujours été à la croisée, de toute façon, à la fois du récit et du désir. Donc, c'est aussi leur boulot, quoi, donc, qui est derrière. Vision de l'avenir. Alors, vision de l'avenir, je ne sais plus si c'est Groucho-Marx qui disait ça. En tout cas, l'avenir, moi, j'aime bien, parce que c'est quand même là que je vais passer le reste de mon temps et de ma vie. Donc, justement, parlons-en. Corinne Lequéré, j'ai envie de revenir un tout petit peu avec vous, parce que cet avenir peut s'effectuer si la transition, elle est juste. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, une transition juste, s'il vous plaît ? Ça veut dire, oui, merci, tout à fait. C'est extrêmement important que les gens soient engagés, que l'ensemble de la population s'approprie les enjeux climatiques, alors que l'on voit que souvent des politiques qui sont mises en place avec des bonnes intentions, des intentions de réduire les impacts du réchauffement climatique, peuvent en fait avoir un poids plus important vers les personnes et les ménages qui sont vulnérables. Et donc, pour ça, il faut vraiment faire attention dans l'élaboration des politiques publiques, mais il faut surtout donner la parole aux gens et s'assurer que les enjeux sont vraiment bien compris et que les solutions sont dans les mains des gens qui vont devoir les mettre en place. Au jour d'aujourd'hui, trop d'incertitudes persistent par rapport à l'avenir, par rapport à comment est-ce que l'on va répondre au réchauffement climatique, qui va faire quoi, dans quelle région, qui a la décision, qui a la main, qui va devoir prendre les actions. Et dans toutes ces décisions,
il faut que les gens qui vont devoir s'adapter, qui vont devoir changer leur voiture, changer leur mode de chauffage, aient à la fois la capacité de le faire, la capacité de payer et autant que possible qu'ils aient des bénéfices additionnels sur le confort, sur la qualité de leur environnement. Arnaud Fontanet, lorsque l'on parle de vision d'avenir, ça veut dire qu'il y a aussi la préparation qui va être importante, qui va être l'anticipation. Qu'est-ce que l'on peut dire évidemment dans votre domaine? Parce que là, je le disais tout à l'heure, on est sur une ligne de crête. Quand on parle d'avenir, évidemment, on vous dit alors à la fois suite de chaos avec le réchauffement climatique qui ne sera pas linéaire, mais ça va être quand même des suites de chaos qui vont avoir lieu, en espérant aussi qu'on n'aura pas trop d'effets de seuil, et ça, on n'en sait strictement rien encore aujourd'hui. Et puis donc aussi le virus, ou les virus. Il va falloir que notre génération comprenne que ça ne va pas s'arrêter quand même forcément du jour au lendemain, cette affaire-là. Il va falloir que l'on vive, nous les uns les autres, 50, 60 ans avec ce virus, et nos jeunes aussi avec le virus. Oui, très, très, très certainement. Alors, de ce que l'on comprend aujourd'hui par rapport à ces émergences de virus infectieux, ce sont le plus souvent des virus qui passent de l'animal à l'homme. Et donc, la question devient notre relation avec l'animal et comment surveiller et prévenir le passage. Parce que les conditions après d'une diffusion mondiale du virus, elles existent et elles continueront d'exister. Hein. C'est la densité de la population aujourd'hui, la façon avec laquelle les personnes circulent, donc on ne pourra pas l'empêcher. En revanche, on peut travailler sur ce point de passage entre l'animal et l'homme. Il y a deux circonstances différentes. Il y a d'abord la partie sauvage, avec des virus qui sont issus du monde sauvage et là, on parle de virus comme le virus Ebola, par exemple, où on a des chimpanzés, des primates en Afrique centrale qui sont le plus souvent le point de passage vers l'homme. Et là, il faut trouver des activités de substitution pour les chasseurs de primates qui, aujourd'hui, vivent de cette activité et qui, effectivement, est le point d'entrée du virus vers l'homme. Il y a d'autres situations qui relèvent plus de l'élevage domestique, hein, c'est la grippe, avec les grands élevages de porcins et de volailles qui sont le meilleur incubateur possible de nouveaux virus. Avec les densités animales en plus qui existent aujourd'hui, où là, il faut repenser la façon avec laquelle ces élevages sont faits pour minimiser justement le bouillon de culture qu'elles représentent vis-à-vis de ces virus, et puis organiser une surveillance qui d'ailleurs est déjà faite en Chine de façon extrêmement rigoureuse pour détecter au plus tôt des nouveaux virus grippaux émergents. Donc il y a vraiment un travail de ce côté-là. En revanche, là où on est, je pense qu'on ne sera pas en capacité de se positionner, c'est sur l'anticipation de quels seront les prochains virus qui vont émerger, parce qu'on l'a appris là avec le SARS-CoV-2, quand vous commencez à regarder dans le monde des chauves-souris la circulation de ce type de virus, il y en a des centaines. Et ces virus font ce qu'on appelle des recombinaisons, de l'échange de matériel génétique entre eux. Du coup, anticiper les prochaines recombinaisons qui donneront naissance à un virus qui sera adapté à l'homme, c'est quelque chose qui n'est pas réalisable. Donc c'est la surveillance à l'échelle planétaire qui nous permet de détecter les foyers dès leur début, qui est notre meilleure chance d'agir tôt. Et repensons à ce qui aurait pu se passer si à Wuhan, il y avait une action extrêmement forte qui avait été menée à la mi-décembre quand les premiers cas ont été détectés, puisqu'ils ont été vus très tôt par nos collègues médecins chinois. Et ensuite, il y a une préparation à faire sur une rationalisation de nos stocks par rapport à tous les équipements matériels, etc., dont on pourrait avoir besoin en cas de nouvelle crise. Et je terminerai avec un mot pour dire que si je devais réfléchir à l'Europe, il y a une vraie logique, il y a une organisation, une mutualisation à l'échelle européenne de ces stocks et de cette préparation, parce que nous avons à peu près les mêmes structures de population, systèmes de santé, écosystèmes et saisons finalement par rapport au virus respiratoire. Et donc il est vraisemblable qu'on sera challengé de la même façon sur une prochaine émergence et que l'on a compris la difficulté que représenteraient des stocks à jour pour l'ensemble des menaces que l'on pourrait avoir. Mais si c'est pensé, mutualisé déjà à l'échelle européenne, je pense qu'on sera plus opérationnel, sans parler des dimensions plus globales de cette préparation. Merci à vous, cher Arnaud Fontanet, donc aussi bien sûr membre de ce conseil scientifique dont on entend parler, et donc tour de vis sûrement réglementaire, sanitaire, international, parce que ça va sûrement exister, pour peut-être avec des sanctions, si on ne déclare pas les foyers, parce que jusqu'à présent c'est quand même extrêmement flottant, c'est le moins qu'on puisse dire. Vision de l'avenir, moi j'ai envie de rebondir effectivement sur cette phrase. Comme
peut-être sur ce point de vision de l'avenir, du haut de vos 26 ans aussi tous les deux. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ce thème? Oui, moi j'aimerais parler d'un projet qui pourrait peut-être répondre à plusieurs problèmes. On a parlé de la question de l'accès à la connaissance ou de la diffusion de la bonne connaissance, et aussi un problème de... ça m'échappe à l'instant. La démocratie, voilà, Eric Orsena, vous en parliez. La façon de concilier ces deux problèmes aujourd'hui, donc la défiance envers les classes politiques et dirigeantes et l'accès à la connaissance, je pense que ça pourrait être un renouveau de la démocratie. On en a pas mal entendu parler avec la Convention citoyenne pour le climat, mais désormais c'est un peu classé, et on a l'impression qu'on est passé à autre chose. Réinventer la démocratie, c'est-à-dire redonner le crayon aux gens ou redonner le micro aux gens et leur permettre de conseiller vraiment les décideurs politiques, comme ça a été le cas à la loi climat et résilience dont a parlé Madame Pompili ce matin, émane directement de cette nouvelle forme de démocratie. Ça permettra non seulement de trouver des idées qui sont parfois novatrices, originales, mais aussi de faire accepter le changement. Et c'est une différence énorme. Si on parle d'écologie punitive aujourd'hui, c'est principalement parce que la contrainte vient d'en haut. Les personnes votent une fois tous les 5 ans, et ensuite le changement vient, et parfois les politiques style la taxe carbone, qui théoriquement sont très bien, ne passent pas du tout parce qu'il y a un problème d'acceptabilité de la décision qui est prise. Or, on a très bien vu avec la Convention citoyenne pour le climat, des climato-sceptiques sont rentrés, des gilets jaunes sont rentrés, et ça les a transformés littéralement. Et je pense que cette pensée-là, cette intelligence collective-là, aujourd'hui, c'est une ressource qui est complètement inexploitée. Cher Eric Orsena, donc là aussi, ce thème de l'acceptabilité, donc peut-être aussi par les territoires, puisqu'on parle d'énergie donc renouvelable, là c'était donc un petit peu évoqué par Côme, peut-être un petit mot sur ce thème ou... Justement, c'est une question de mots, et je voudrais dire à Étienne qu'il y a 5 fauteuils à l'Académie française, il a sa place, parce que ce qu'il vient de dire sur les mots, sur le progrès et l'innovation, c'est absolument clé. Si on choisit le mauvais mot, on est prisonnier. Avoir choisi le plan de relance, on est prisonnier. Il aurait fallu évidemment faire le plan de la transition. En plus, moi, il y a 3 verbes qui m'intéressent énormément. C'est savoir, croire et accepter. Savoir, c'est nécessaire, mais pas suffisant. Le deuxième point, c'est croire à ce qu'on sait, ce qui n'est pas du tout évident. Moi, par exemple, je suis immortel, mais on m'a fait comprendre que je ne suis pas éternel. Ça change. Comprenez ? Et puis, à la fois, après, il y a accepter ça, et ensuite mettre en œuvre. Donc, il y a les 4 points, et qui sont les 4 étapes. Et si, moi, ça me frappe beaucoup sur les énergies renouvelables, parce que j'accompagne cette bataille nécessaire depuis longtemps, mais on a une manière de quasiment les imposer, alors qu'on a les moyens justement de les inclure dans le territoire. Et on a fait comme si c'était avant les grands programmes, des énormes installations partout, et on décidait de Paris pour cette folie. À Paris, on sait mieux pour moins cher. Et si on continue comme ça, eh bien évidemment, ce sera un refus. Et donc on prendra du retard. Voilà. Merci beaucoup. Juste un petit mot rapide, peut-être sur cette vision d'avenir aussi. Dans le même sens, moi je pense qu'il faut renforcer la corrélation entre la militance et la compétence. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une décorrélation assez forte. S'agissant des technologies, on est pro ou anti la 5G, le nucléaire. Et le fait d'avoir un avis tranché dédouane de l'obligation de s'instruire. Mes avis pro-nucléaire ne savent pas ce que c'est que le nucléaire. Mes avis anti-nucléaire ne savent pas ce que c'est que le nucléaire. Les jeunes gens que j'ai interrogés lors des manifestations pour le climat il y a 2 ans étaient très très habiles en argumentation, etc. Mais quand je leur ai demandé qu'est-ce que c'est que l'effet de serre, ils n'ont pas su me répondre. Et donc je pense qu'il y a un moment, il faut que les deux rentrent en cohérence. Et pour les vulgarisateurs, ça fait un joli chantier. Ça me rappelle, parce que quand j'ai commencé, donc pardonnez-moi cette incise, mais quand j'ai commencé il y a 30 ans de parler de ces sujets donc, sur France Inter, avec cette émission qui s'appelle CO2 Mon Amour, les gens ne faisaient pas la différence entre le brame du cerf et l'effet de serre. Bon. Ça s'est amélioré. Ça s'est amélioré, donc il faut voir absolument le côté positif. Un grand merci à vous, messieurs. Et donc nous allons passer donc maintenant avant que vous ne quittiez, oui, une question de la salle. Il y en a une qui est arrivée. Allez. Donc n'oubliez pas, Imagina l'application, vous pouvez tous poser vos questions. Quelles énergies les jeunes activistes préconisent pour la France ? Alors, Ah bah oui, parce quelle que énergie ? vous nous avez donné votre point de vue. Maintenant, Oui. qu'est-ce qu'on fait ? Ça m'intéresse pour les questions à poser aux intervenants des tables rondes suivantes. Côme, Hugo. C'est bon, tu me laisses la question la plus dure.
Je pense qu'on peut De faire manière courte, hein, parce que regardez le timing. Ah oui, 3 minutes d'excédent. Non, mais évidemment, c'est une question compliquée, mais je pense, ici, ce serait absurde de dire autre chose, mais je le crois foncièrement, les énergies renouvelables. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Ce sont les deux droites dont on parlait à l'instant. Quel type d'énergie renouvelable? Et moi, je pense beaucoup, j'ai parlé de la Convention citoyenne, à des énergies qui sont préhensibles. Je rebondis sur la pensée d'Ivan Illich qui parlait de convivialité, en gros de se reconnecter aux racines de son quotidien. L'énergie, c'est une des racines du quotidien. Et si les énergies renouvelables ne sont que des éoliennes de 12 MW qui sont en offshore, ça ne marchera pas parce qu'on rompra encore le lien entre nous et notre quotidien. Donc je pense que il y a une innovation aussi là à faire. On a parlé tout à l'heure des panneaux solaires sur les toits des maisons. Il faut ramener l'énergie au plus proche des gens, et c'est pour ça aussi que le nucléaire pose un problème aujourd'hui. C'est que c'est une énergie qui donne l'illusion de dépendre de quelque chose qui est vraiment qui n'existe presque pas à la surface. Et tout le défi des énergies renouvelables, c'est de faire comprendre que dans un monde où il n'y a plus de pétrole, l'énergie, elle prend de la surface, elle prend de l'espace, elle transforme le paysage, et c'est vraiment ça le défi aujourd'hui. Hugo. Ouais, pour compléter ce que dit Com, vous avez compris tout à l'heure que les énergies fossiles, c'est non. Mais pour reprendre un peu tout ce qui a été dit aussi, et surtout rebondir sur les territoires, c'est-à-dire que le mix énergétique qui doit arriver, c'est pas un mix énergétique centralisé, c'est un mix énergétique qui s'adapte au territoire, qui s'adapte aux personnes, qui inclut le citoyen dans la production de l'énergie, et qui en fait, on n'en fait pas la partie de, c'est pas juste les grandes entreprises, c'est pas juste les gens qui savent, qui prennent le sujet de l'énergie. Ça doit être un débat collectif, ça doit être un débat citoyen à tous les niveaux, aussi bien sur le nucléaire que sur l'implantation des énergies renouvelables, mais aussi ça doit être contrôlé, et en tout cas on doit impliquer les citoyens dans mettre en place ce mix énergétique partout sur le territoire, qui soit décentralisé et qui s'adapte aux besoins et aux enjeux des citoyens. Merci Hugo pour cette perche qui est lancée en direction de la 3e table ronde avec les territoires. Redonnons du sens au progrès social. Il y a beaucoup d'élus dans la salle, il y a beaucoup d'élus en distanciel. Ils nous écoutent, ils interviendront tout à l'heure. Merci madame, merci Corinne Lequéré, merci messieurs pour cette participation.